Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Corps, expression artistique et communication. L'art brut et les esthétiques du corps. Nanta Novello Paglianti. Université de Limoges. 1. Quel art pour quel corps? C'est bien la perte de la chair du monde qui pévuse le sujet à se soucier de son corps pour donner chair à son existence. Dès Le Breton 1990-163. Cette phrase de Dès Le Breton met l'accent sur le surplus du corps, sur cet excès qu'on n'arrive pas à effacer. Notre époque, de l'après-guerre jusqu'à nos jours, a présenté différentes conceptions du corps. Une époque qui a produit et dicté ses lois, ses symboles que l'univers de l'art a bien su exprimer. En effet, il existe un lien entre les formes de la vie sociale et les styles. Monsieur Schapiro, 1987-81. Ces mots de Shapiro montrent le lien strict qui rapproche l'homme à ses productions artistiques. Peut-être ne s'agit-il pas simplement d'une nuance de perspective, subjective ou objective, qualitative ou quantitative, mais d'une production symbolique commune que les producteurs même ne reconnaissent guère. Un effacement de signes qui fait dire à Dès Le Breton, 1990-91. La profusion des images actuelles du corps n'est pas sans évoquer le corps morcelé du schizophrène. L'acteur a rarement une image cohérente de son corps, il transforme celui-ci en un tissu bariolé de références diverses. Sa liberté d'individu, sa créativité se nourrissent de ses incertitudes, de la permanente recherche d'un corps perdu qui est en fait celle d'une communauté perdue. Les exemples à ce propos ne manquent pas. On peut penser à l'action painting de l'après-guerre qui accorde son attention au processus de peinture, plus qu'au résultat. Le corps même de l'artiste dans ce cas, est la toile où l'artiste est libre de s'exprimer. De même, la volonté du groupe viennois, années 60, de rompre les tabous avec l'exposition à violence cathartique en montrant un corps sexué, répugnant dans ses scarifications, veut réveiller les consciences individuelles. Dans cette période, un manque involontaire du dialogue avec la société est marqué par la constitution du mouvement de l'art brut, fondé par J. Dubuffet. La définition donnée par le fondateur des écrits bruts est emblématique. Texte produit par des personnes non cultivées, ignorant volontairement ou non, des modèles du passé, indifférents aux règles du bien écrire, totalement étrangères par conséquence à l'institution littéraire, au monde des éditeurs, et n'ayant qu'un rapport très distendu avec le livre, Monsieur Thevoz, 1978-11. On pourrait parler d'un contre-mouvement, ou d'un mouvement au négatif qui ressemble des créateurs hors convention, hors culture transmise par des écoles, mais perméable à certains éléments de la culture environnante. On ne retrouve pas en effet une philosophie commune, des principes théoriques et des techniques précises ou dictées. Il s'agit d'œuvres de patients enfermés dans les structures de soins, qui ont eu de rares échanges avec l'extérieur, avec la normalité. Il s'agirait d'artistes malgré eux, qui interrogent en profondeur les acteurs sur la façon dont ils assument les interdits et les réticences de leurs modalités corporelles. Dès Le Breton 1990,143. La création dans ces cas, semble être le résultat d'une pulsion irrépressible d'extérioriser les tensions, les angoisses et les fantasmes. Cette caractéristique, partagée aussi par d'autres courants artistiques, se différencie des autres, à cause des particularités bien spécifiques comme le manque d'équilibre entre la nature individuelle et symptomatique de l'artiste et son inscription historique dans un mouvement culturel. Il faut ajouter sur le plan figuratif, des stéréotypes plastiques ou graphiques qui semblent bien exprimer ces conflits intérieurs. Pour ce qui concerne le corps, on se trouve en face d'un paradoxe. D'une part, on ne retrouve pas un corps ouvert à l'autre, à l'écoute du monde, qui ressent les sensations, qui possède une qualité d'émotion et qui fait naître un sentiment, J.P. Klein 1993-77. De l'autre, on voit quand même un corps conçu, en tant qu'il est vécu par le sujet comme l'ensemble de rapports que celui-ci entretient avec lui, Petit-Larousse 1993, et comme ce qui fait l'existence matérielle d'un homme ou d'un animal vivant ou mort, Litre 2000. Enfin symbole tangible d'un intérieur et trace de l'invisible. Ce paradoxe continue sur le plan visuel. D'un côté, le corps est représenté comme n'importe quel objet du monde. Il est traité comme une maison, un fusil, un mot, un bateau, etc. Mis à part les ressemblances visuelles avec une figure humaine et avec notre image mentale,
aucun trait n'est décisif pour décréter qu'il s'agit des représentations corporelles humaines. La différence entre un corps humain, une silhouette verticale, un pantin n'est pas toujours évidente. De l'autre, on trouve des représentations corporelles très spéciales qui ne rentrent pas dans les canons de l'art et qui les excèdent. Ces peintures renvoient une image du corps insolite et assez variée. Il s'agirait d'une vision intérieure, une radiographie du corps et surtout de l'inconscient qui normalement ne s'extériorise pas. On pourrait commencer par analyser des productions des artistes outsiders, qui ont réalisé des représentations assez diverses du corps, pour montrer leur variété et surtout démentir l'existence d'un style schizophrénique, commun à tous les créateurs, dû à la reconnaissance mondiale de la maladie. Pour conclure, on cherchera de voir en quoi cette vision autre du corps ouvre des interrogations sur nos comportements d'appropriation symbolique quotidienne et sur les interrelations qu'on met en œuvre quand on se rencontre entre chercheurs et avant tout entre corps. 1.1. Les corps de Carlo Zinelli. Je partirai d'un artiste schizophrène italien, Carlo Zinelli. 1916 à 1974. Il fait partie des artistes outsiders, pour la majorité des malades, qui sont restés internés pour plusieurs années ou pour toute leur vie dans les hôpitaux psychiatriques. L'activité picturale de cet auteur compte plus de 1000 œuvres. Des peintures exécutées à la gouache qui débutent au début des années 60 pour s'achever en 1974, l'année de sa mort. Un motif récurrent dans ses œuvres est une silhouette humaine, qui subira des changements pendant tout son parcours artistique. On commence en 1960 avec une figure humaine représentée de manière très diversifiée. Les proportions, les traits qui définissent les contours du corps sont encore incertains. On peut noter une série de personnages qui décorent l'espace de la feuille, mêlés à une infinité d'objets disparates, tableaux. Tableau Zinelli, Quattro Uccelli Verdi nel Nido, 1960, gouache sur papier 35 par 50. Collection Zinelli, S. Giovanni Lupatotto, Vérone, Italie. En 1961, on retrouve une PRE accent aigu d'épée immense de ces personnages qui occupent tout l'espace de la toile. Les formes se sont allongées et des trous commencent à apparaître perforant la tête et les corps. L'année suivante, 1962, la figure se différencie. D'une part, elle persiste dans des corps à grand format, de l'autre elle se transforme en petits hommes nommés prêtres, qui enrichissent en groupe de 4 la toile. Sans passer en détail toutes les années, on arrive à une forme de stabilisation en 1967, date importante à cause de l'introduction par l'artiste de l'écriture. On retrouve des figures, les chasseurs alpins, qui domineront toute la scène picturale jusqu'en 1968, entourés par une écriture qui trouve son espace autour des icônes sans jamais s'y mêler. Cette figure est importante parce qu'elle sera symboliquement investie par l'auteur, qui l'entourera de son nom, Tableau 2. Tableau 2. Zinelli, Alpine Panciuto Viola su fondo a serife, 19 juillet 1967, détrempe et rayons sur papier 70 par 50. Collection V. Andreoli. Enfin, le dernier traitement du corps date du 1910 et se caractérise par l'apparition du Pinocchio, un personnage avec un long nez qui réunit certains traits des figures précédentes. Les représentations de cet artiste ne sont pas une simple évolution formelle, mais engendrent un changement du contenu, de la substance corporelle. On pourrait envisager un parcours, au moins un changement du statut du sujet, qui coïncide avec les changements formels de la toile. Le sujet peut occuper différentes positions actentielles, qui engendrent des modifications de l'identité même du sujet. Chaque changement peut se visualiser, à travers une modification de la représentation du corps. On pourrait tracer un parcours qui est constitué de 4 étapes. Une phase initiale de bourrage de la feuille et de quête d'identité, une deuxième de représentation de la figure humaine dans son essentialité, une troisième de l'émergence de l'écriture et de la recherche de l'équilibre entre image du corps et graphème et une étape finale de stabilisation des deux composantes. La première phase, tableau I, est constituée par une totale variété des figures corporelles. En bas de la feuille, on trouve des silhouettes avec une tête assez importante, caractérisée par des traits féminins, un sac à main et une jupe. Elles sont représentées de profil, tournées vers le côté gauche. Un vague nez semble être stylisé. On continue par des figures totalement disproportionnées qui, aux bornes du tableau, deviennent plus petites. Les corps n'ont presque pas de forme.
D'autres corps semblent surgir de la scène, les 4 figures centrales, la dernière et plus basse, qui occupent le centre de l'image. Leur corps se distingue des autres éléments grâce à un contour très fin. Les corps sont formés de filaments verticaux, une fourrure, qui partent de la tête pour arriver aux pieds. Ils s'interrompent à la base de la figure pour laisser l'espace à un remplissage de couleurs. Au contraire des silhouettes précédentes, on retrouve une partie du visage plus marquée, une insistance sur la zone oro-buccale et sur une partie du larynx. Le visage est à 2 faces, il peut être vu du côté droit et gauche. L'ensemble se révèle statique avec des mains presque inexistantes, sans chevelure et avec un trait qui unit les extrémités du corps. Les corps sont aussi traversés par des traits qui rentrent de l'extérieur de la figure. De probables branches ou épis qui ressemblent aux filaments cités. Encore d'autres figures. 4 silhouettes avec des cercles autour d'un long cou. Enfin les corps, presque soudés les uns aux autres, toujours au nombre de 4. On n'a plus de visage, de bras, de mains mais des traits verticaux. On a encore des figures qui se côtoient mais qui ne semblent pas être liées entre elles sinon par un rapprochement spatial, ou encore des figures isolées, assises ou debout, avec des fusils ou à genoux. On pourrait définir cette œuvre comme un tableau d'expérimentation de la figure humaine. L'artiste semble rechercher un modèle corporel pour s'identifier. Dans les termes de J.C. Coquet, 1984-100, on pourrait parler d'un sujet en quête identitaire mais qui reste délirant dans ses manifestations. Le sujet est caractérisé par des modalités négatives, VPS. Il ne prétend à aucun objet de valeur, vouloir, il ne peut rien pouvoir et il ne sait rien savoir. Il est un sujet énonçant son discours qui est programmé par un destinateur, dans notre cas la maladie. Le regard que le sujet porte sur son corps semble extérieur à lui-même. Le sujet est clivé. D'une part, on a une représentation extérieure et impénétrable en elle-même, une silhouette remplie de couleurs qui se laisse voir comme surface, de l'autre on a un regard intérieur qui semble explorer le corps dans ses détails et qui le vide de ses organes vitaux. La structure corporelle est totalement absente. Le corps est traité comme un objet. Il peut se déplacer, se renverser, se vider, se remplir, se modifier. La deuxième phase se distingue par la prédominance d'une figure corporelle précise. On remarque sur une grande échelle les silhouettes qu'on avait aperçues dans le tableau précédent. 4 personnages sont disposés sur une même file. Le corps a subi une transformation. Les jambes se sont allongées, l'œil se fait plus rond et se vide et une forme indéfinie, un chapeau probablement apparaît sur la tête. Un seul modèle corporel s'impose à côté des formes rondes, à proximité de la tête, et des formes rectangulaires tout au long des membres inférieurs. Le corps est percé au niveau du tronc, de la tête et du visage. Le corps et les formes qui l'entourent relèvent de la même isotopie plastique. Les cercles et les rectangles pourraient correspondre au tronc et aux jambes des personnages. La feuille se réduit à l'essentiel, les corps seuls restent comme traces vivantes. Tout l'extérieur est disparu. Ces corps qui ont été dépouillés de la chair, du sang, des viscères. Ils restent vides, immobiles et désarticulés. Le sujet change sa position actantielle. Il devient un sujet d'identité partielle et négative, lacunaire, SPV négatif. Il s'agit d'un sujet qui s'énonce, en se représentant sur toute l'ampleur du support, comme aplati et réifié. Ce corps creux, J. Fontanille 2004 241, sans possibilité de communication, le manque de la bouche par exemple, avec l'extérieur mais aussi avec soi-même, pourrait se répéter à l'infini et se reproduire en série. L'apparition de l'écriture tableau 2 apporte des changements ultérieurs au corps. Le corps reste dominant et la partie graphique va l'entourer. Ce nouveau corps se présente avec des formes arrondies surtout dans le dos et sur le tronc. Les pieds sont disproportionnés, les bras disparaissent dans leur quasi-totalité en laissant un crochet à leur place. La forme indéfinie qu'on avait vue sur la tête se transforme dans un chapeau de chasseur alpin, régiment dont l'artiste faisait partie avant le déclenchement de la maladie. La tête et le chapeau ne forment qu'un seul élément tandis que le menton est beaucoup plus prononcé, déformation qui arrive souvent dans les représentations de cet auteur. Intéressante est la perspective de cette figure. Les pieds sont tracés comme si la personne était vue de face et le reste du corps se tourne vers le profil gauche. À moins d'envisager une torsion corporelle extrême, un clivage entre 2 images corporelles semble s'actualiser. Ce corps est encore muet, mais il y a un effort en plus.
Le sujet non seulement énonce sa posture, mais l'assume verbalement. Il écrit son nom à côté de l'icône, Carlo Zinelli, et s'exprime dans son délire. Le corps ne parle pas mais le mot le fait à sa place. Pendant que le corps se cristallise, le mot s'exprime dans toute son agitation, son dérèglement, son plaisir gestuel. Un corps sans organes, tracé d'un seul trait, succombe à la multiplicité et à la variété de l'écriture. Comme le soutient Tom C. Pinto 2006, 84, le délire est une construction de caractère positif si sa présence se traduit par une organisation quelque part symbolique de l'univers du malade. Toutes les techniques, qui contribuent à la formation et à la stabilisation du délire, sont conçues comme escamotage pour fuir le destinateur. Utilisation d'un langage détourné, substitution des mots, cryptage d'images, etc. Enfin, dans la période conclusive, on voit un nouveau personnage appelé Pinocchio. L'utilisation des crayons colorés change aussi la façon de dessiner le corps. La figure humaine se compose d'un cercle qui remplace le tronc avec une structure à croix au-dessus. Les corps se recouvrent d'une multiplicité de couleurs et semblent se diviser. Les membres inférieurs ne sont pas rattachés à l'ensemble du corps. Les petits cercles qui se trouvent sur l'épaule et sur la jambe semblent être des rouages, des boulons pour visser le corps morcelé. La main gauche est totalement déformée, sous forme de griffes, au contraire de la droite qui semble se liquéfier. Le manque de ce membre est verbalisé avec les mots suivants : « Il me manque une main ». Le visage se distingue de la vacuité absolue, à cause de la présence d'un trait vertical à la place du nez, plus arrondi dans les autres tableaux. Le crayon réussit à rendre les détails de ce corps sur lequel l'auteur semble avoir changé son regard. Le nom de Carlo reste toujours à côté de la silhouette, mais la continuité picturale qu'on avait précédemment s'efface dans le démembrement du corps. Les parties laissées sans couleur augmentent cette sensation d'éclatement. Les formes carrées, l'incomplétude des traits qui caractérisent la jambe gauche et le tuyau qui remplace la gorge soulignent cette vidange corporelle. Le corps devient mécanisé, un corps-point, J. Fontani 2004, 242, qui ne peut rien contenir et qui ne possède pas une forme précise. Cette figure reste dépourvue des 5 sens fondamentaux, des attributs sexuels, de vie. Par contre, le sujet trouve un compromis dans son délire avec son destinateur. Il devient un sujet d'alliance en laissant place à sa jouissance au détriment de l'autre. Ce passage est possible grâce à l'assomption corporelle, de la part de l'artiste, des symboles de sa souffrance. La croix, tracée auparavant en dehors de la figure, prend place maintenant dans le corps malade. Le corps devient stigmatisé. Le sujet reconnaît sa souffrance. Une sorte de résembrayage permet au sujet d'assumer son nouveau compromis. Comme dans les tableaux précédents, tous les éléments de la scène sont là, placés sans perspective et simplement affichés pour le spectateur. L'écriture s'organise à côté de la figure principale et s'enrichit des objets et des symboles nouveaux. Une structure du délire se met en place à travers une organisation spatiale plus définie. On retrouve des phrases entières rassemblées en petits groupes et une diversification des personnages à côté de celui qui apparaît principal. 1. 2. Le visage d'Edmund Monciel. Cet artiste polonais, 1897 à 1962, s'est réfugié pendant l'invasion allemande de la Pologne, dans un grenier, prétexte qui lui a servi pour ne plus sortir. Pendant cette réclusion, il a créé plus de 500 dessins. Depuis 1943, l'artiste souffrait de schizophrénie paranoïde, caractérisée par des hallucinations auditives, visuelles. Un délire qui affecte le langage et qui s'exprime à travers des discours religieux, messianiques obsessionnels continus, tableau 3. Tableau 3. Monciel sans titre, collection de l'art brut, Lausanne, Suisse. Sa peinture se présente comme un flux de visages, collés les uns aux autres, qui occupent l'intégralité de la feuille. Monsieur THEVOZ, ART Brut 1982-56, définit sa peinture comme une textualité physionomique généralisée et proliférante. Cette multitude de visages, formés par d'autres visages, semble vouloir acquérir une existence. Chaque membre en effet se confond dans l'ensemble, mais en même temps est source, matière pour générer un nouveau visage. Cette expression artistique ressemble à un ensemble de cellules qui se continuent à développer sans possibilité d'arrêt. La seule limite est donnée par les bornes de la feuille, exploitées au maximum. Ces œuvres semblent monotones.
Rarement un élément s'impose à la vue. Si cela se produit, il s'agit d'un énième visage. Les lignes délimitent des contours qui montrent des visages similaires, expression de toutes les identités refoulées. Ces personnages sont tracés pour la majorité de faces, il y a quelques rares profils, avec la même chevelure, les moustaches et une bouche semi-ouverte. Les oreilles et le corps sont absents. Les yeux semblent regarder dans toutes les directions, mais l'expression faciale reste immuable. Un regard vide qui ne communique pas avec l'extérieur. Chaque unité des figures se dissout quand on l'observe de plus près. C'est encore un visage qui s'impose. Le visage, à partir du XVIIIe siècle, est conçu comme traduction corporelle du moi intime. Il est le signifiant du langage et de la vérité. Par exemple, on cherchait les marques du mensonge sur le visage de l'autre. Il devient ensuite un des traits singuliers de la personnalité de l'individu, confère l'aura du visage, mais en même temps le signe de l'appartenance à une communauté. Notre visage est par exemple perçu à travers la relation à l'autre, vraie rencontre de sensibilité. Selon Lacan, FBAYRO Corocciano, 1992, 11-17, le visage cache l'absence de l'autre sexué, mais en même temps l'autre devient le miroir de notre image. L'amour pour soi-même passe à travers un semblable. Le visage donc prend sa signification seulement par sa fonction de miroir. Il reste quand même une valeur de projection anticipant une parole. Il est là pour s'exprimer verbalement ou pas. Dans le cas de Monciel, le seul visage représenté est celui de l'intérieur, d'un ensemble d'éléments qui cherchent à se joindre et à se dissocier à la fois. Le masque est tombé, et on aperçoit des mécanismes qui se cachent derrière. Chaque face semble afficher quelque chose de différent, et en même temps se relier à une stéréotypie sans issue. À cette frontalité s'opposent les rares profils perdus dans cette homogénéité, qui montre celui qui est vu sans voir. Le carrefour entre un dedans et un dehors est encore plus visible sur cette figure de frontière qui semble fuir la présentation face à face, caractérisée par un acte de pouvoir et d'affirmation. Enfin, la manie religieuse de Monciel s'exprime surtout dans deux tableaux, dont le tableau 4, dans lesquels les visages sont entourés par un cadre typique des peintures religieuses et par une croix posée sur un cercle. Le sentiment religieux semble ici s'épuiser dans sa propre surenchère iconographique. Le seul trait corporel présent, la main, peut rappeler les positions hiératiques, typiques de l'imagerie du Moyen Âge. En bas de ce tableau, tableau 4, on observe une figure représentée dans l'acte de donner sa bénédiction, au contraire de la dernière image, qui montre un bras dirigé vers le haut. La présence d'un cercueil vide, celui de Christ, entouré par des personnages avec des symboles religieux et des lettres, ajoute une nuance mystique aux œuvres de cet artiste. On a l'impression d'entreprendre un parcours qui part de la représentation d'un sujet, et qui, sans changement de signifiant, se transfigure dans un discours mystique. On comprend alors l'absence du corps, qui n'est plus nécessaire à la transfiguration. Le seul visage est le digne porteur des marques identitaires aptes à ce passage. Tableau 4. Monciel sans titre, collection de l'art brut, Lausanne, Suisse. 2. Le corps en retrait. Il n'est pas facile de trouver une représentation homogène du corps dans l'art brut. Chaque auteur propose une vision particulière qui révèle des parcours de sens alternatifs. Une communication qui est toujours présente, mais qui suit des voies non canoniques et difficilement reconnaissables. Des points de convergence sont quand même possibles, vu que le corps est un surplus du réel qui n'est accessible que dans les pratiques signifiantes qui en portent témoignage. J.J. Vincencini 2003-8. D'abord, le grand absent dans cette peinture est le corps, conçu et représenté comme intégralité de la personne. On retrouve des figurations corporelles mais incomplètes, morcelées, à peine tracées, méconnaissables, etc. Le clivage se pose entre l'image de base représentée et le schéma corporel qui la soutient. F. Dolto, 1984, 22-23, parle en ces termes d'image corporelle. Elle est la synthèse vivante de nos expériences émotionnelles. Elle peut être considérée comme l'incarnation symbolique inconsciente du sujet désirant. Tout contact avec l'autre passe par l'image du corps. C'est en elle que le temps se croise avec l'espace, et que le passé inconscient résonne dans la relation présente. Au contraire, le schéma corporel, continue l'auteur, spécifie l'individu en tant que représentant de l'espèce, quel que soit le lieu, l'époque ou les conditions dans lesquelles il vit. Il est le même en principe,
pour tous les individus et il est interprétant de l'image du corps. Il réfère le corps actuel à l'expérience immédiate. Il est à la fois inconscient, préconscient et conscient. C'est seulement grâce au croisement du schéma corporel et de l'image du corps que nous pouvons entrer en communication avec l'autre. Dans le cas de la schizophrénie, on rencontre un problème de communication. L'image du corps, inconsciente et liée au ça, ne communique plus avec le schéma corporel et avec le sujet en général. Le malade symbolise tout ce qu'il vit dans un code qui n'est pas reconnaissable pour l'image corporelle. De là, la création des mots, bruits, des images hallucinatoires et surtout d'un désir loin de toute réalisation. Le monde des choses est en communication avec le sujet, mais pas celui des humains car le rapport à l'autre est devenu un danger. Le sujet donc se retire en lui-même dans un univers de sens qui fait partie de son délire, mais qui pour les autres sujets est totalement incompréhensible. La représentation du corps d'art brut relève de cette dichotomie, de cette image de communication qui reste potentielle. Peut-être que cette peinture montre ce qui ne doit pas être vu, l'inconscient sous des formes assez directes et brutales. C'est seulement l'altération de la perception qui peut montrer de manière si nette, ce regard dirigé vers l'intérieur de soi-même. Voilà une des caractéristiques les plus évidentes de cette peinture, un repliement total sur le sujet. La seule préoccupation, montrée à travers la stéréotypie, est la quête du sujet et de sa stabilisation. L'extérieur est important simplement comme contribution au délire, comme alimentation et source d'éléments qui peuvent nourrir la glossomanie du sujet. En effet, le corps psychotique ne possède aucune membrane de protection vers l'extérieur. Il est poreux à toutes les irruptions et vit à corps perdu, ses échanges avec le monde. Le sujet problématise la relation à autrui, et surtout l'affection, la transmission des sentiments et des émotions. Les figures du corps sont tracées de manière artificielle, sans chair, sans la moindre connotation humaine. La sexualité même, quand elle est exprimée, reste à distance, elle se réifie et semble s'extérioriser du corps. Cette claire manifestation du désir n'arrive pas à se structurer et s'exprimer. Tout ce qui touche à vif le sujet est caché ou crypté sous des symboles et formes indéchiffrables. Pourtant, le corps est symbolisé. C.G. Jung, 1995-119, parle du symbole comme réalité concrète qui n'a rien d'abstrait. Le symbole relie une réalité psychique interne à une réalité physique extérieure. Il n'est pas que parole. Il peut naître du corps, de son action, de sa perception en mouvement ou de la simple transcription intérieure du corps sur une trajectoire. Il peut aussi se donner à voir directement ou s'organiser dans une scène. Normalement, il possède une qualité d'émotion, qui fait naître un sentiment chez le sujet. Le corps schizophrène est, selon l'auteur, bien symbolisé, mais il lui manque la relation à autrui et à l'affection que seul l'autre peut donner. L'impossibilité de réaliser une unité en soi est due aussi au manque de l'autre. Une symbolisation, qui a des codes extérieurs et incommunicables, renferme le sujet dans son univers en le coupant du lien social. Tous les espoirs de ressemblance avec le corps d'autrui sont voués à l'échec. Le corps même devient un étranger. Cette coupure est évidente dans l'incomplétude de la représentation corporelle. Les corps sont, dans la majorité des cas, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.